Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. J'ai vu il y a quelques semaines que YouTube, ça t'intéressait de savoir un petit peu comment ça fonctionne notre vie de youtubeur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à tes questions sur comment est-ce qu'on crée une vidéo. En tout cas, moi, quel est mon process, qu'est-ce que j'utilise, les logiciels, le temps que ça me prend, etc. On commence tout de suite avec la première question. Comment est-ce que tu as commencé ta chaîne ? Ma chaîne, je l'ai ouverte en 2020, en avril. Mais toutes les vidéos entre avril et janvier 2021 ont été effacées, puisque c'est vrai que quand tu commences, tes vidéos sont bien nulles. C'est pas le bon angle, c'était un peu mal à l'aise niveau personnalité, enfin, il n'y a aucun youtubeur, je pense, qui a commencé en aimant ses premières vidéos, parce que ce sont des compétences qu'on apprend, entre savoir parler, utiliser la caméra, la lumière, etc. Donc, mes vraies vidéos que tu peux trouver sur YouTube à mon début, ce sont que des vidéos de yoga, et qui commence en janvier 2021. Quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais juste faire du yoga. Donc les centaines de premières vidéos, ce n'est que sur le yoga, parce que j'avais entendu parler du fait qu'il vaut mieux avoir une niche, ne parler que d'une seule chose, montrer qu'on est expert dans ce domaine, et c'est tout. Grave erreur, parce que le problème d'avoir une niche, c'est que ça empêche des personnes qui pourraient être intéressées ou juste aimer ta personnalité, ta communauté, etc., à te découvrir. Bien plus tard, 1er janvier 2025, je lance le challenge zéro dépense, où là, de nouvelles personnes me découvrent. Et ces personnes-là, si elles aiment le yoga, commencent aussi à regarder mes vidéos de yoga. Donc moi, je fais partie de l'équipe qui dit il faut pas juste avoir une niche, il faut parler de tous les sujets qui t'intéressent. Pour moi, avoir 4 piliers, c'est déjà pas mal. Moi, mes piliers, c'est voyage, finance, développement personnel et yoga. Après, personnellement, si j'ai envie de faire une vidéo sur des chats, je le ferai. Je suis vraiment mes envies par rapport à mes idées. Donc là, par exemple, je fais une vidéo sur YouTube, ça fait pas partie de mes piliers. Ça peut être finance, développement personnel en réalité, mais voilà comment je gère ma chaîne. En fait, je fais ce que je veux maintenant. J'ai décidé de juste suivre ce qui m'intéresse. Comment as-tu des idées de vidéos ? Franchement, ça sort de nulle part. C'est une envie, soudain. Alors, soit il y a une anecdote, quelque chose qui se passe dans ma vie, soit une amie me pose une question. Des fois, des commentaires de vidéos YouTube, vous me dites ce que vous voulez voir. Mais vraiment, ça va être, je me réveille le matin et je me dis tiens, je vais faire une petite vidéo sur le process YouTube, parce que je pense que les gens se rendent pas compte peut-être du process. Ils aimeraient se lancer, mais ils se rendent pas compte de l'amont de travail, je sais pas. Et là, je fais la vidéo le plus rapidement possible, parce que j'ai découvert que j'ai une liste sur ma petite tablette avec toutes mes idées vidéo. Et en fait, si j'attends plus de 2 semaines pour faire la vidéo dont j'ai eu l'idée, mon inspiration va vraiment s'effriter et je n'aurai plus l'énergie et l'envie de la faire. Donc dès que j'ai une idée, j'essaye de la faire en moins de 2 semaines. Par contre, pour le challenge zéro dépense, là j'ai vraiment un emploi du temps où toutes les fins de mois, je vais faire une vidéo pour faire un bilan sur le mois qui vient de se passer et nous lancer dans le challenge du mois suivant, puisqu'on fait un mois, un challenge cette année. Donc là par contre, la vidéo, je sais qu'elle sortira toujours et que ça sera toujours la même chose, bilan et lancement du nouveau challenge. Est-ce que tu écris un script ? Non. Parce que je trouve ça plus facile et plus naturel là de juste te parler comme si on était dans une conversation, dans un vocal, etc. Il y a des gens qui écrivent tout, surtout au départ, et le problème c'est que ça te rend très inhumain de lire quelque chose, à moins que tu sois vraiment fort à faire semblant de pas lire. Mais souvent ça se voit parce que t'as un prompteur sur le côté, donc le regard est légèrement décalé. J'aime pas trop. Ce que je fais en premier, c'est que j'écris mes grandes idées, j'aimerais parler de ça, de ci, de ça, et ensuite créer les chapitres 1, 2, 3, 4 de quoi je veux parler. Par exemple, mes vidéos challenge zéro dépense, je veux toujours commencer la vidéo en donnant une petite astuce finance, en donnant un petit cours sur une idée de finance qui peut vraiment aider la personne à gérer mieux ses finances. Ensuite, je passe au bilan du mois d'avant, et ensuite, je passe... en fait, c'est chronologique, donc c'est facile. Donc je sais déjà comment va être structurée ma vidéo au niveau du temps. Et après ça, je fais un truc très très bizarre. Je pense que je suis une des seules youtubeuses à faire ça, mais j'enregistre un podcast. Donc j'écris juste mes grandes idées, mes chapitres, de quoi est-ce que je veux parler. Je prends mon téléphone dans mon lit. Avant, je le faisais sur mon bureau avec mon micro et tout, mais maintenant, je le fais dans mon lit avec mon téléphone. Je mets l'application enregistreur vocal de mon téléphone. Et dans mon lit, je regarde mes notes et je parle, comme si je faisais un vocal à ma meilleure amie. Et donc, j'enregistre le podcast. Ce qui est amusant, c'est que malgré le fait que ce soit un brouillon, que des fois je vais trop loin et que je suis un petit peu enflammée par le sujet, etc., et que je ne monte pas le podcast, je le mets comme ça complètement cru sur Spotify. Donc les gens peuvent entendre mon brouillon, et à la base,
je me disais personne m'écoute de toute façon, donc je le mets sur Spotify pour que moi, où que je sois dans la ville et tout, si je le laisse juste sur mon téléphone, je le perds en fait dans les fichiers. Par contre, si je le mets sur Spotify, je le retrouve tout de suite et je peux le réécouter. Pourquoi je fais ça ? C'est parce que j'ai découvert que c'était le meilleur moyen pour moi de me préparer à ma vidéo YouTube. Si j'ai juste les chapitres et les idées, quand je me mets devant la caméra, je bégaye, je reprends, l'anecdote est trop longue, l'anecdote est trop courte, le vocabulaire est pas bon, l'introduction fait aucun sens. Bref, j'ai pas eu le temps de digérer un petit peu ce que j'allais construire dans ma vidéo. Alors que le fait de faire un podcast et de le réécouter, souvent j'ai juste besoin de le réécouter une fois, des fois deux s'il est long, et là je note en écoutant mon podcast dans la rue, en marchant et tout, dès qu'il y a quelque chose que je veux absolument changer, enlever ou remettre, je fais des petites notes qui sont juste là, tu vois, mes petites notes sur ma tablette, et c'est comme ça que je fais. Et du coup, ça fait que c'est comme si j'avais déjà eu un brouillon, une préparation, le filage. Après avoir fait ça, quand je m'assois devant ma caméra, je sais déjà le vocabulaire à utiliser, les anecdotes que je vais expliquer, et ça va beaucoup plus vite. Vraiment, mes tournages durent 2 fois moins longtemps, et du coup, mon montage 2 fois moins longtemps, voire 3 fois moins longtemps aussi, parce que j'ai beaucoup moins à couper, etc., quand je fais mes podcasts sur Spotify, et que je suis prête, et que c'est clair pour moi ce que je vais dire. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça que je fais. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur la création de vidéos ? Les titres et les vignettes, c'est plus important que ta vidéo. Aïe aïe aïe. Donc les vignettes, c'est les petites images que tu vois quand tu rentres dans l'accueil YouTube et qui te donnent envie ou non de cliquer sur la vidéo. C'est le package de la vidéo et donc c'est là que la personne décide si elle clique ou pas. Le plus important, c'est toujours la vignette puisque les gens regardent d'abord la vignette. C'est pour ça que moi je mets un petit mot dessus, soit une phrase, soit juste le thème de la vidéo, YouTube, finance, etc. pour que la personne ensuite ait envie de lire le titre. Et comme c'est le packaging, si ta vidéo est incroyable mais que la vignette et le titre ne reflètent pas à quel point ta vidéo est géniale, personne ne va cliquer. Donc ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais la grande majorité des youtubeurs passent plus de temps à construire le titre et la vignette qu'à écrire, tourner et monter la vidéo. Je rigole pas. Moi je mets à peu près 4 heures pour trouver le bon titre et la bonne vignette, et encore je suis pas très très bonne, mais si tu regardes mes anciennes vidéos, tu vas voir qu'il y a quand même une belle évolution. Mais je sais qu'il faut que j'y passe du temps et que je sois fière de ce que j'ai fait parce que j'aurais fait mon maximum pour respecter le travail que j'ai fait sur ma vidéo et respecter le fait que ma vidéo, il faut qu'elle soit vue. Par exemple, là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai sorti une vidéo sur ma méthode pour avoir une auto-entreprise qui fonctionne. Et j'y ai vraiment mis mon cœur et j'ai vraiment mis des choses que les auto-entrepreneurs ne savent pas. Je sais parce que je fais des masterminds avec d'autres entrepreneurs. Et je me suis dit, c'est pas juste que je veux que les gens me découvrent, c'est que je veux vraiment que les gens voient cette vidéo parce que ça va leur faire avoir un salaire. Et quand je vois que j'ai fait moins de 2000 vues, je suis super déçue parce que, pas pour moi, pour mes vues, mais me dire, mais je pourrais vraiment aider ces gens à enfin sortir de leur salariat et tout ça en regardant cette vidéo, juste avec quelques conseils, vraiment ça peut changer la donne. Et du coup, là, ça veut dire que ma vignette et mon titre n'étaient pas à la hauteur de la vidéo et c'est ultra décevant. Et c'est pour ça qu'on met autant de temps dans la vignette et dans le titre. Ça ressemble à quoi un tournage ? Ok, alors, un tournage, il y a de la préparation évidemment physique. Je vais me faire mon petit massage du visage. Si ça t'intéresse, j'ai la vidéo sur YouTube évidemment pour apprendre à se masser le visage et remonter et avoir un petit effet lift et boost. Mon petit maquillage, mes petits vêtements, tout ça, voilà. Ensuite, je prépare évidemment ma chambre. Donc, j'ai une lumière cercle juste derrière mon téléphone. Je tourne tout avec mon téléphone. J'ai un Samsung S24 Ultra. C'est une des meilleures caméras du marché. J'ai vraiment acheté ce téléphone pour la caméra, pour YouTube, mais aussi pour mon business de yoga, de tarot, etc. Puisque je fais énormément de vidéos pour mon marketing et pour montrer ma vie de tous les jours. Et donc, de mettre autant d'argent dans mon téléphone, c'était vraiment important. Plutôt que d'acheter une caméra autre, qui fait que si j'ai envie de tourner quelque chose, si j'ai pas ma caméra, c'est trop tard, je pourrais pas tourner. Mais le fait que ça soit mon téléphone, ma caméra, ça fait que je peux tourner partout, où je sois, au Sri Lanka, etc., etc. Et pour le son, qui est plus important encore que la vidéo, puisque si on t'entend bien, on a envie de t'écouter, c'est un Yeti Blue, que j'ai acheté en seconde main à 50 € à Bali. Et je l'ai ramené de Bali, voilà. Il est dans un état, le pauvre, on voit qu'il a voyagé, je l'ai acheté dans cet état, mais il fonctionne super bien.
Ça dépend du genre de vidéo que je fais. Ça, c'est pour mes vidéos assis où j'ai pas grand-chose. Un téléphone, une lumière et un carton qui tire mon téléphone, et voilà. Et là, c'est vraiment ma chambre, mon bureau, etc. Pour tout ce qui est vlog, j'utilise ce bijou qui est ma Osmo Pocket 3. Si jamais ça t'intéresse, je peux te faire une petite vidéo, dis-moi dans les commentaires sur comment j'utilise, parce qu'il y a vraiment plein d'astuces cachées là-dedans. J'ai regardé des centaines de vidéos pour apprendre tous les petits stratagèmes. Et heureusement que j'ai regardé ces vidéos-là, parce que c'est encore plus un plaisir de l'utiliser, de savoir vraiment comment l'utiliser, avec tous les petits accessoires et tout ça. Et elle a son micro. J'ai pris la version avec le micro, donc si je fais des vlogs, c'est ça que j'utilise. Et pour mes vidéos yoga, là j'ai un micro Rode avec un émetteur, un récepteur sur moi, que je clippe en haut, en bas, qui est en Bluetooth. Et donc du coup, c'est comme ça que je peux faire des vidéos en ayant mon téléphone de loin, et moi mon micro cravate pour que la personne m'entende. Et c'est aussi ce que j'utilise pour mon studio de yoga en ligne. Si tu savais pas, je fais des cours de yoga en ligne. Et du coup, y a des vidéos qui ne sont que sur cette plateforme-là et qui ne sont pas sur YouTube. D'où l'intérêt pour moi d'apprendre à vraiment faire des belles vidéos avec un beau son, pour que les gens qui utilisent mon studio en ligne aient vraiment une très belle expérience. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Est-ce que tu as un monteur? C'est pas faute d'avoir des emails tous les jours de monteuses qui veulent travailler pour moi. Mes petites louloutes, j'adore monter. En plus, j'ai vraiment un montage extrêmement minimaliste, donc je me vois pas demander à quelqu'un de le faire. En plus, c'est un peu la honte, parce que dans ta vidéo, en préparation et tout, je fais vraiment genre des grimaces, je sais pas, je me gratte le nez, enfin je sais pas ce que je fais, mais j'ai pas envie qu'une monteuse voit comment je suis derrière dans tout ce qui n'est pas coupé. Et j'ai bien vu que même Léna Situation, elle fait encore son montage toute seule, justement pour ça, en disant des fois je me lève et puis là je suis en legging de yoga, j'ai pas forcément envie que le monteur voit ma vie privée en fait. Et quand tu montes toi-même, ça fait plus sens, parce que tu sais ce que tu voulais dire, tu sais le rythme que tu veux. Enfin, apprendre à monter, c'est vraiment une super compétence à apprendre. J'utilise simplement CapCut. Je paye la version professionnelle qui est entre 60 et 120 € je crois par an. Je sais même pas en vrai. J'ai tellement de dépenses business. Voilà, c'est pas grave, parce que maintenant avec ma YouTube Money me paye mon logiciel, donc je m'en fiche. C'est un logiciel extrêmement simple, très débutant, mais comme je fais des montages très minimalistes avec juste de la coupe, des petits zooms, des petits titres, ça me va très bien. Même pour les vlogs, on n'a pas forcément besoin d'avoir des effets incroyables, et ça dépend juste du style des vidéos, puisque moi je fais des vidéos d'éducation et pas de divertissement vraiment. Si tu fais du divertissement avec plein de bruit, une poubelle qui me tombe sur la tête, etc. Bon oui, là il faut aller plus loin dans le logiciel de montage, mais moi par rapport à mon style minimaliste, ça me va très bien. Il se passe quoi après que la vidéo soit sortie? La première chose, c'est bien sûr de partager sa vidéo avec ses réseaux. Donc moi je mets un petit screenshot sur Instagram, sur mes actualités WhatsApp, mais c'est tout. Je vais liker, mettre un petit cœur à tous les messages que je lis. Je vais lancer des alertes sur YouTube à toutes les personnes qui m'agressent par commentaire, et il y en a, bien sûr. Donc je reporte directement à YouTube harcèlement, violence, agression, etc. Super fun. Et bien sûr, je réponds à certains commentaires si j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien à dire, je mets juste un petit cœur pour montrer à la personne que j'ai bien lu son message. Et puis vient le fun moment des statistiques. Alors, moi, je t'avoue que les statistiques, ça m'intéresse de moins en moins. Je regarde de moins en moins le nombre de vues. Ce qu'on va regarder surtout, c'est le ratio de clics par rapport à la présentation YouTube. Ce que je veux dire, c'est que YouTube va présenter par exemple à 100 personnes sur leur accueil ta nouvelle vidéo, et ça va t'intéresser quand même de savoir si seulement 2% cliquent, ce qui veut dire que clairement ton titre et ta vignette sont pas bonnes, ou que juste le sujet intéresse personne, jusqu'à 10, 12, 15% de clics, où là t'es content en fait. Et ça, je pense que c'est le seul et premier truc que je regarde, c'est est-ce que j'ai fait un bon travail niveau titre et vignette pour que les gens, ça leur donne envie de cliquer, sachant que moi je mens jamais, enfin vraiment, s'il y a marqué que ça parle de YouTube, ça parle de YouTube, enfin voilà quoi. Faut quand même qu'il y ait un lien entre la vignette et de quoi parle la vidéo. Donc ça, je regarde pour, c'est un peu comme me donner une note à moi-même, comme à l'école. Est-ce que j'ai fait un 18 sur 20 ou un 2 sur 20 par rapport à ça? Ensuite, je regarde combien de temps les gens restent sur la vidéo. Moi, j'ai un très bon ratio. J'ai un très bon ratio dans le sens où sur une vidéo de 20 minutes, mon ratio, ça va être 10 minutes minimum de vues, ce qui veut dire en fait que la grande majorité des gens vont regarder jusqu'à la fin
et que l'autre moitié des gens va juste cliquer sur la première minute et réaliser qu'en fait ça les intéresse pas ou qu'ils aiment pas ma tête. Et ça c'est important aussi parce que si tu vois que en moyenne sur une vidéo de 25 minutes, les gens partent au bout de 3 minutes, c'est que là, c'est ta vidéo qui n'est pas bonne. Où il y a un trop grand décalage entre ta vignette, ton titre et ta vidéo et que les gens réalisent qu'en fait c'est pas du tout ce qu'ils voulaient voir. Donc ça tu regardes en fait juste, pas pour te dire je suis un succès et tout, mais juste pour faire mieux la prochaine fois et te poser les bonnes questions de ok, tout le monde s'en va au bout d'une minute, c'est que mon introduction, elle est pas bonne. Ce qui est dur avec les statistiques, c'est que tu peux jamais vraiment savoir quel est le problème, mais tu peux quand même faire des conclusions. Au niveau des vues, j'ai vraiment appris quelque chose de très intéressant. C'est que quand tu as beaucoup de vues, par exemple j'ai fait une vidéo qui a plus de 110 000 vues, tu vas avoir plein de nouvelles personnes qui te découvrent et qui vont être intéressées pas par toi, mais par ce que tu vas leur apprendre, leur emmener dans leur vie au quotidien, normal. Et il y a d'autres vidéos qui vont faire très peu de vues, par exemple mes vlogs. Mais si tu regardes les commentaires sous mes vlogs, c'est vraiment ma communauté qui est là, qui aime ma personnalité, qui veut en savoir plus sur moi, qui veut me suivre dans mes aventures. Et en réalité, il faut les deux. Il faut ces petites vidéos qui sont, oui, dures à difficiles. Les vlogs, je suis en retard dans mes vlogs parce que ça prend un temps fou. Et en plus, je sais que je vais faire que 1000 vues dessus, donc forcément, ça aide pas. Mais derrière, tu sais que ça va nourrir ta communauté et que ça, en fait, c'est ça le plus important. Donc, moi, je joue un peu sur les deux fronts. J'essaye des fois de faire des vidéos où je me dis, là, il va y avoir du monde qui va me découvrir parce que c'est un sujet intéressant, généraliste ou je ne sais quoi. Et des vidéos comme mon vlog Romantise ta vie Saint-Valentin, où je sais que j'aurai pas de vues, mais que par contre ma communauté va me découvrir sous une autre lumière et être inspirée d'une autre façon. Et moi je préfère ces vidéos-là. Mais si je fais que ça, et c'est un peu ce que je fais, en fait c'est ça mon problème, c'est que comme je préfère faire ce genre de vidéos très nurturing, et ben finalement j'ai peu d'abonnés. Puisque c'est toujours, mais quand tu regardes mon ratio abonnés, non abonnés qui regardent mes vidéos, je suis à 80% la grande majorité du temps de seulement abonnés. Donc mes abonnés regardent toutes mes vidéos, mais du coup, j'ai pas de nouvelles personnes qui me découvrent, et c'est pour ça que j'ai si peu d'abonnés. Voilà. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, parce que en réalité, c'est ta communauté proche qui te fait ta vie sur YouTube, qui revient, qui te supporte, qui quand tu sors un service va être intéressé à le regarder, te donner des feedbacks, etc. J'aimerais par exemple, si je déménage un jour, t'entends les travaux depuis le début, j'aimerais, c'est un de mes rêves depuis des années, de faire des cours Zoom, je le faisais avant, pendant le Covid, mais des cours Zoom en direct le dimanche soir en pyjama. Donc en gros, tu te connectes avec moi en live et de chez toi, dans ton salon, dans ta chambre en pyjama, tu fais un petit cours de yoga pour vraiment déstresser le dimanche soir, pour lancer ta meilleure semaine possible. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire quand j'aurai un vrai appartement. Et ça, tu vois, je vais pas le vendre à des gens qui me regardent pour le challenge 0 dépense une fois tous les 2 mois, juste pour avoir quelques moments d'éducation autour de ça. Je vais le vendre, je vais le proposer à ma communauté qui aime ma personnalité, qui se dit « Ah mais je vais avoir Blanche en live, on va faire du petit yoga ensemble, enfin je vais la voir en direct, enfin c'est fun quoi ». Et c'est là que tu découvres que YouTube, c'est pas un monde de chiffres en fait, c'est un monde de communauté. Voilà. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le vois. Si tu veux en savoir plus sur YouTube et sa monétisation, je te mets la vidéo juste là. À la semaine prochaine. Bisous! Mouah.